Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du grand dossier. On est ensemble et en direct, sans pub, jusqu'à 18h. Vous êtes les bienvenus, évidemment, avec cette question. Donald Trump va-t-il se payer le Groenland après le pirate des Caraïbes? Est-ce qu'on assistera un jour à la marche de l'empereur sur le sol arctique? Il en rêve, le président des États-Unis, et il l'assume parfaitement. Est-ce une nouvelle lubie? Le Groenland est une immense île glacée située dans l'Arctique, souvent perçue comme un territoire lointain, froid et presque vide. Pourtant, depuis plusieurs années, il est au cœur d'un intérêt mondial croissant. En 2019, une déclaration de Donald Trump a surpris le monde entier. Le président des États-Unis a exprimé ouvertement son intention d'acheter le Groenland. Cette annonce a déclenché des réactions fortes en Europe, au Danemark, au Groenland lui-même et dans le reste du monde. Beaucoup ont cru à une plaisanterie. D'autres y ont vu une stratégie géopolitique sérieuse. Alors une question se pose clairement. Le Groenland peut-il appartenir à Donald Trump ou aux États-Unis? Est-ce légal? Est-ce possible? Pourquoi ce territoire intéresse autant l'Amérique? Et surtout, que gagneraient ou perdraient les Groenlandais? Dans ce dossier, nous allons analyser en profondeur, sans raccourci, tous les aspects historiques, politiques, économiques, militaires et stratégiques de cette question. Situation géographique. Le Groenland est la plus grande île du monde, couvrant environ 2,1 millions de kilomètres, soit presque 4 fois la France. Il est situé entre l'océan Arctique, l'océan Atlantique Nord, le Canada à l'ouest, l'Islande au sud-est. Plus de 80% de sa surface est recouverte de glace. 1.5 population. La population du Groenland est très faible. Environ 56 000 habitants, principalement des Inuits groenlandais, concentrés sur les côtes. La capitale est Nuuk. 1.3 statut politique actuel. Le Groenland appartient officiellement au Royaume du Danemark, mais dispose d'une large autonomie politique depuis 2009, gère lui-même l'éducation, la police, la justice, les ressources naturelles. Le Danemark garde la défense, la politique étrangère, la monnaie. Le Groenland n'est pas un pays indépendant, mais il peut le devenir à l'avenir par référendum. Coalition, il y a un parti qui est dans l'opposition, c'est un parti indépendantiste avec 8 députés seulement. Le Groenland, depuis plusieurs textes de loi, le premier en 79, le second en 2009, est désormais quasiment autonome, sauf pour certains domaines, par exemple la défense, par exemple aussi les affaires étrangères, mais pour tout le reste, eh bien, c'est un gouvernement ou un parlement qui gère ce qui se passe ici dans ce pays. 56 000 habitants seulement, avec l'appui du Danemark, il faut bien le dire, puisque eh bien, Copenhague paye quasiment environ la moitié du budget du Groenland, ce qui fait que le système social ici est quasiment calqué sur celui du Danemark. Par exemple, l'éducation et la santé sont gratuites. Il y a d'autres secteurs qui sont subventionnés, comme par exemple aussi le secteur immobilier, mais c'est comme cela que les choses fonctionnent. Alors, il y a une petite particularité qui est importante à vous dire, c'est que la totalité des 31 membres de ce Parlement groenlandais sont pour l'indépendance vis-à-vis du Danemark. Simplement, la nuance réside dans le degré d'indépendance et la rapidité avec laquelle les Groenlandais veulent cette indépendance. Ceux qui sont pour l'instant dans la majorité estiment qu'il va falloir une dizaine, peut-être une vingtaine d'années pour le Groenland, pour être suffisamment solide financièrement pour pouvoir acquérir cette indépendance vis-à-vis du Danemark. Le parti d'opposition, les 8 députés de ce parti d'opposition considèrent, eux, que l'indépendance est faisable immédiatement et qu'ils n'ont plus besoin désormais du Danemark. En entendre l'un d'entre eux d'ailleurs, je voudrais simplement saluer Camille. Regardez ces images à la droite de votre écran, c'est Camille qui les a tournées tout à l'heure, c'est absolument somptueux. Vous restez juste une toute petite seconde, Thomas, puisque vous évoquiez le fait que tous les Groenlandais voulaient leur indépendance. Justement, concernant la question américaine, ils ont un avis extrêmement tranché, extrêmement ferme. Petits extraits de ceux que vous avez pu rencontrer dans la rue, à Nuuk, là où vous vous trouvez avec Camille. Et je reviens vous voir pour parler de la classe politique précisément. Américains, non. Nous avons été une colonie pendant tant d'années. Nous ne sommes pas prêts à être de nouveau une colonie, à être colonisés. Mais travailler avec un autre pays ne signifie pas que nous en ferons partie.
Nous devons rester unis lorsque nous serons confrontés à l'indépendance. J'attends donc cela avec impatience. Je tiens beaucoup à l'indépendance, mais je pense qu'on devrait attendre. Pas pour l'instant. Pas aujourd'hui, mais peut-être quand les choses seront plus calmes et que nous serons mieux préparés, nous verrons plus clair. Voilà pour la question de l'indépendance. Thomas, pour la question d'un rattachement aux États-Unis, la classe politique, elle dit quoi ? Elle dit non, tout simplement, elle dit non. Les Groenlandais se battent depuis des décennies, depuis des siècles pour ne plus avoir cette tutelle danoise. Ce n'est pas pour retomber sous une autre tutelle, fût-elle américaine. C'est ce qui a été dit il y a quelques heures seulement par les membres du Parlement groenlandais. Il faut bien vous faire comprendre qu'ici, il y a un effet de sidération après les propos de Donald Trump le 4 janvier dernier, qu'il a réitéré depuis, évidemment. Et donc, il a fallu du temps pour que tout le monde se mette d'accord et eh bien, se prononce de la même manière. On a pu s'entretenir avec un des principaux députés de l'opposition. Il s'appelle Juno Bertelsen. Écoutez ce qu'il m'a dit ce matin. En ce sens, quelle importance revêtent pour vous le Danemark et l'Europe ? Qu'est-ce qui va se passer ? La chose la plus importante, c'est que le monde et les États-Unis doivent reconnaître que nous sommes un peuple souverain au regard du droit international. Nous ne sommes pas danois. Il est essentiel pour nous de pouvoir négocier avec chacun en notre propre nom. Si vous aviez un message pour le président Trump, que lui diriez-vous ? Je lui dirais que nous voulons sincèrement être un peuple uni. Nous souhaitons établir un dialogue, une relation saine, une bonne communication. C'est ce que nous voulons avec toutes les nations, y compris les États-Unis. Le problème pour les Groenlandais, c'est qu'ils n'ont ni police ni armée, qu'ils dépendent pour cela des Danois. Je vais demander à Camille Souhaud de vous montrer l'autre partie du petit port où nous nous trouvons. C'est là que se trouve par exemple l'une des unités de ce qu'on appelle ici l'Arctic Command. C'est l'unité danoise qui est chargée de défendre le Groenland. Les Groenlandais ne sont pas naïfs. Ils savent très bien que les Danois à eux seuls ne pourraient pas se défendre face aux États-Unis. Ils savent aussi que l'Europe est hésitante et que même si elle décidait d'employer la force, ce serait très compliqué de se battre contre les États-Unis. Une certitude qu'ils ont, c'est que si cette bataille venait à s'engager entre les Européens, le Danemark, le Groenland d'un côté et les États-Unis, ce serait d'abord la mort de l'OTAN, mais aussi la fin de l'équilibre mondial tel que nous le connaissons tous aujourd'hui. Bien évidemment, et ça va être l'objet de toute cette émission. Évidemment, on va détailler tout cela. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous laisse aller vous prendre un petit chocolat chaud. J'aurai besoin de vous dans un petit quart d'heure à nouveau. Merci à tous les deux. On comprend bien, Grégory Phillips, que ceci étant posé, quand on entend et la classe politique et les habitants du Groenland, le deal groenlando-américain va être très compliqué. Oui, d'abord, coup de chapeau à Thomas qui, en quelques jours, est capable de nous expliquer les méandres de la politique groenlandaise. Et c'est vrai qu'il a pris la température de cette population. Fraîche en quelques jours avec les images absolument incroyables de Camille. Elles sont somptueuses, les images de Camille, franchement, 5 jours, c'est magnifique. on est fascinés, nous qui connaissons moins bien ces territoires, bien par la qualité de ce qu'ils nous envoient. Oui, alors... Quel deal Trump va-t-il mettre sur la table ? Est-ce qu'il va tenter un accord de libre association, donc de s'investir, ou que les Américains s'investissent plus dans ce territoire au niveau commercial, au niveau minier, etc. Est-ce qu'il va proposer de racheter le Groenland? On sait que ça a été un projet qui a été déjà rejeté par ce territoire, mais est-ce que comme l'Alaska en 1867, il va dire bah écoutez, je mets je sais pas 200 milliards de dollars sur la table, valeur à peu près estimée du territoire, et je vous le rachète? Est-ce qu'il va et ça honnêtement personne n'y croit, envoyer des Marines conquérir ce territoire grand comme 3 fois et demi la France? Il y a plusieurs possibilités. Il y a une certitude, c'est sa volonté répétée. C'est-à-dire que là, c'est sérieux. Il avait déjà évoqué cette piste lors du premier mandat. Là, c'est quasiment tous les jours
que Trump dit on veut ce territoire, on l'aura pour des raisons de sécurité, etc. Alors on va revenir justement les raisons de sécurité, des raisons économiques, bien évidemment. Juste une question avec vous, Alexandre Tête, puisque vous observez, vous êtes à la tête de l'Observatoire de l'Arctique, vous connaissez très bien ces territoires, beaucoup plus que nous, c'est évident sur ce plateau. On a compris de ce que nous expliquaient Thomas et Camille à l'instant, que non seulement les Groenlandais n'ont pas du tout l'intention de devenir américains, mais qu'en plus ils aimeraient bien ne plus être danois. Ah bien sûr. En fait, même la séquence groenlandaise depuis 1 an poussée par Trump a même renforcé le sentiment national. Ah oui. Auparavant, l'aspiration à l'indépendance en fait était un petit peu limitée, comme l'a dit votre reporter, par des considérations pragmatiques. Il faut avoir les moyens de s'émanciper financièrement pour le faire. Et ils étaient en train de multiplier les partenariats, notamment avec des Américains, mais avec aussi l'Union européenne, avec les Canadiens. On a vu aussi que la France s'est rapprochée, ou l'Allemagne du Groenland. Et donc, en fait, excusez-moi, j'ai perdu le fil. Vous disiez qu'il a... Oui, et le sentiment s'est renforcé, ce sentiment national. Et en fait, après un premier mois un peu où les Groenlandais ont été plutôt flattés qu'un pays aussi puissant que les États-Unis s'intéresse et qui donne consistance à ce projet, évidemment, et comme ça a été rappelé, ils ont été extrêmement maintenant lassés. Ils sont sidérés, nous disait Thomas, que même la colère a laissé place à la sidération, en fait. Alors, à la sidération. D'ailleurs, les élections d'avril dernier s'étaient faites sous le slogan de l'unité nationale, qui a été raffirmé il y a à peine 24 heures, pas une déclaration de tous les partis qui sont présents au Parlement pour dire évidemment qu'on ne veut pas être américain. En fait, les Danois, les Groenlandais ont redécouvert leur passé colonial depuis maintenant à peu près 5 ou 10 ans. Et surtout, c'est apparu dans l'agenda et auprès de l'opinion publique danoise. Et donc, ils ne vont pas renoncer à une émancipation d'une relation qu'ils considèrent comme coloniale pour se mettre dans un rapport avec un empire. Alors, pourquoi Donald Trump veut-il le Groenland ? Évidemment, il y a plusieurs questions dans la question, c'est évident. On va d'abord écouter ce qu'il dit au sujet de la sécurité, justement, ce qu'on évoquait à l'instant. Écoutez. Nous allons faire quelque chose au Groenland, qu'ils le veuillent ou non. Parce que si nous ne le faisons pas, la Russie ou la Chine prendront le contrôle du Groenland. Et nous ne voulons pas avoir la Russie ou la Chine comme voisins. Mais nous en avons besoin, car si vous regardez actuellement au-delà des frontières du Groenland, vous verrez des destroyers russes, des destroyers chinois encore plus imposants, ainsi que des sous-marins russes partout. Nous ne laisserons pas la Russie ou la Chine occuper le Groenland. Et c'est précisément ce qu'ils feront si nous ne réagissons pas. Aude Leroy, de ce que l'on entend alors il y a plusieurs choses dans ce qu'il dit. D'abord, ils vont prendre le contrôle. Peut-être qu'on pourra en reparler. Surtout ces centaines de bâtiments qui seraient en train de quadriller la mer tout autour du Groenland. C'est vrai ou c'est faux ? C'est effrayant. Non, mais c'est évidemment que c'est faux. Enfin, Donald Trump est quand même connu pour exagérer et pour asséner des fausses vérités. Là, il dit n'importe quoi. Il n'y a pas des centaines de bâtiments russes et chinois qui sont en train de croiser au large du Groenland. Non, surtout qu'en plus, ils étaient au large de l'Alaska, pas du Groenland, d'après ce que j'ai vu. Donc, c'est carrément du pipeau. Donc, non, en fait, c'est toujours la méthode Trump. Je jette de la poudre aux yeux, je dis n'importe quoi, et puis j'espère derrière ramasser la mise, quoi. Il y a malgré tout des Chinois qui sont assez proactifs en regardant et en préparant l'émission. J'ai vu qu'en juillet l'année dernière, l'année d'avant, juillet 2024, il y avait des investisseurs qui avaient tenté à 2 reprises d'acheter, alors on ne parle pas là du Groenland et du Danemark, mais d'acheter des terres au Svalbard. Donc ça, c'est norvégien. Ça avait été bloqué par la Norvège. D'autres projets d'achat, d'investissement ont été effectivement retoqués par des entreprises chinoises en Islande, en Finlande. Il y a quand même un objectif sur ces terres-là, de la Chine, des Américains, on le voit bien, peut-être de la Russie, je ne sais pas. Il y a évidemment un nouveau territoire qui est en train de s'ouvrir de par le réchauffement climatique, avec des voies qui sont encore compliquées mais qui vont être de plus en plus faciles à utiliser. Et donc il y a des terres qu'on ne pouvait pas exploiter qui vont être exploitables. Et donc chacun, dont Trump, cherche à s'emparer de cet Eldorado de manière à pouvoir en faire un levier de puissance par rapport aux autres. Donc on est dans une course à la richesse minéralière, on est dans une course aussi
au raccourcissement des voies maritimes, au contrôle de ces voies maritimes. On comprend très bien que Trump comprenne qu'il est dans l'intérêt des États-Unis que le Groenland et ses approches ne soient pas dominés par la Chine et la Russie, mais il n'a pas besoin de conquérir le Groenland. Pour ça, parce qu'en plus, il est le premier défenseur du Groenland, puisque les États-Unis sont évidemment le premier pays contributeur de l'OTAN. Donc je dirais, il suffit de renforcer l'OTAN et de s'impliquer pour régler ce problème-là. Donc on va voir avec Hadi dans un instant qu'effectivement, il y a déjà un certain nombre de choses que Trump peut faire avec le Groenland, d'un accord qui date de dizaines d'années. Une question quand même, Vincent Crouzet, il y a aussi quelque chose, on parlait d'accessibilité à l'instant, l'accessibilité numérique aussi. C'était des territoires qui étaient des zones blanches de ce point de vue-là, sans mauvais jeu de mots. Ça l'est de moins en moins quand même. Oui, d'ailleurs, mais Kadi nous en parlera, la base américaine est une base radar spatiale avec certainement des équipements électroniques très importants. Pour revenir à la question stratégique et au contrôle des mers autour du Groenland, Trump se moque du monde parce que les navires chinois et russes croisent dans les eaux internationales. Donc soit il interdit les eaux internationales à tout navire battant pavillon russe ou chinois, c'est une chose. Mais donc, comme il se moque de toute manière du droit international, il peut le faire, mais il ne peut pas empêcher les Russes et les Chinois de croiser au large du Groenland. C'est une première chose. Ensuite, c'est une obsession américaine, mais je ne veux pas couper c'est quand même une obsession américaine, puisque ça fait... Ils ont déjà essayé de racheter le Groenland 2 fois dans l'histoire. Oui, mais on va ressortir des petits sons d'archives, vous verrez. Grégory parlait de 1867. Pour l'Alaska. Pour l'Alaska, mais il y avait aussi une offre sur le Groenland à cette époque-là, puis c'était une offre de Truman en 1946, je crois. Donc il y a une obsession américaine. Et ce qui m'inquiète un peu dans ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est que s'ils parviennent à leur indépendance, ils seront tout nus en termes d'alliance. Ils sont tout faibles, en fait. Ils sont très faibles, puisqu'ils seront hors OTAN et hors Union européenne, qui les protège pour l'instant. Alors justement, Kadi, on va se tourner vers vous parce qu'il y a effectivement ces questions militaires, il y a aussi ces questions de ressources naturelles. Et je le disais tout à l'heure, tout ça s'est inscrit dans un accord qui a été signé entre les États-Unis et le Groenland il y a des années déjà. Marc, oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est la première ministre danoise qui a mis carte sur table en ressortant, entre guillemets, l'existence de ce document qui est vieux quand même de 75 ans. Écoutez, Mette Frederiksen. Depuis 75 ans, nous avons un accord de défense avec vous. L'annonce choc de 2019. En août 2019, Donald Trump déclare vouloir acheter le Groenland. Le Danemark répond immédiatement. Le Groenland n'est pas à vendre. Trump annule alors une visite officielle au Danemark. Mais cette idée n'est ni nouvelle, ni absurde dans l'histoire américaine. 2.2 Les États-Unis ont déjà acheté des territoires. Dans l'histoire, 1803, achat de la Louisiane à la France. 1867, achat de l'Alaska à la Russie. 1917, achat des îles Vierges au Danemark. Acheter un territoire n'est pas illégal historiquement. 2.3 Possession stratégique du Groenland. Le Groenland est un point clé militaire mondial. Situé entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie, parfait pour les radars antimissiles, la surveillance spatiale, les bases aériennes. Les États-Unis ont déjà une base militaire à Thulé, au nord du Groenland, ressources minières. Sous la glace se trouvent pétrole, gaz naturel, uranium, terres rares, essentielles pour téléphones, batteries, armements. Avec le réchauffement climatique, l'accès à ces ressources devient plus facile. 3.2 routes maritimes arctiques. La fonte des glaces ouvre de nouvelles routes commerciales, plus courtes entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique. Celui qui contrôle l'Arctique contrôle le commerce du futur. 3.3 Enjeux face à la Chine et à la Russie. La Chine, investie dans les ports arctiques, veut accéder aux terres rares. La Russie militarise l'Arctique, possède déjà de nombreuses bases. Trump voit le Groenland comme une barrière stratégique contre ces puissances. Non, Trump seul ne peut rien acheter. Donald Trump n'est pas propriétaire privé, ne peut pas acheter un pays pour lui-même. Il ne peut agir qu'au nom des États-Unis. 4.2 Le Danemark ne peut pas vendre sans le Groenland. Même le Danemark ne peut pas vendre le Groenland sans l'accord du gouvernement groenlandais, un référendum populaire. 4.3 Le peuple groenlandais décide. Les Groenlandais veulent plus d'autonomie, refusent d'être vendus, mais débattent d'indépendance économique, et toute décision passe obligatoirement par le peuple. Avantages possibles, investissement massif, infrastructures modernes, emploi, indépendance financière vis-à-vis du Danemark.
protection militaire renforcée. Mais ces avantages ont un prix politique et culturel. Perte d'identité, culture inuit menacée, langue marginalisée, modèle américain dominant. 6.2 militarisation accrue, plus de bases, plus de tensions, risque d'être une cible en cas de guerre mondiale. Militaires partout sur le territoire s'ils le veulent, dans la mesure où les Danois sont d'accord, ce qui est donc le cas. Donc quand Donald Trump nous dit il faut qu'on se protège des Russes et des Chinois, c'est du pipeau. Non, c'est une aberration totale. Et alors, il faut peut-être aussi rappeler que tout le nord du Groenland, même l'été, reste bloqué par les glaces. Donc il n'y a pas d'invasion possible terrestre, ce serait une absurdité. Donc souvent on entend Trump qui moque les troupes danoises, parce que du coup, comme ça a été rappelé par votre collaborateur Anouk, il n'y a pas d'armée groenlandaise. Il y a l'armée de terre danoise qui est présente, c'est quelques attelages de chiens de traîneau, plus quelques dizaines de personnels dans 3 villes. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de menace terrestre. C'était une aberration. Donc il y a quelques corvettes, quelques bateaux de patrouille maritime, d'affirmation de souveraineté et de secours en mer. Mais voilà, évidemment, parce qu'il n'y avait pas de menace. Et en fait, on est très loin quand même de la Russie. Évidemment, avec des collègues, on regardait ce qu'il y avait comme bateaux chinois qui ont pu se balader à proximité du Groenland. On a trouvé un navire océanographique, mais qui était dans les eaux internationales, un brise-glace. Et donc, c'est pas trop, mais bon. À plus de 200 000 du littoral groenlandais. Et le reste, en fait, voilà, il y a évidemment que même les Russes ne vont pas se balader aussi loin. Ça reste très compliqué d'y accéder. Donc, prétexte, Grégory Phillips, ça, on a bien compris. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre ? Business is business. On connaît Donald Trump. Il y a des terres rares, il y a des minerais, il y a des minéraux qui sont évidemment très précieux. Moi, j'ai regardé un petit peu du zinc, du platine, de l'or, du pétrole. Vous m'arrêtez si je me trompe, même si c'est compliqué à exploiter parce qu'il y a effectivement la glace même en été. Est-ce que ça peut être ça, ou alors on est sur ce que nous disait Kadi, une question de prestige, d'ego, de volonté expansionniste et impérialiste ? Je pense que la réalité de la présence de minerais est évidente, et on connaît Trump sur le Venezuela, le pétrole, etc. Donc il y a un intérêt évidemment financier, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose un peu de l'ego de Trump dont on a beaucoup parlé ici. Vous avez noté ce qu'il a dit au New York Times cette semaine ? Il a dit « Moi, je me fiche des traités internationaux, je me fiche du droit international. » Il assume totalement de s'asseoir sur le droit international. Ma boussole, c'est ma propre morale. C'est-à-dire qu'en gros, je fais ce que je veux, peu importe les traités. Et là, si d'aventure le Groenland était appelé à devenir le 51e État américain, Trump pourrait mettre son actif et gagner un territoire grand comme 3 fois et demi ou 4 fois la France, ce qui ferait des États-Unis le pays le plus grand du monde, devant la Russie, et devant la Chine. Il n'est pas impossible que ce soit aussi une volonté idéologique de Trump au moment où les États-Unis vont fêter leur 250e anniversaire au mois de juillet. Oui, et puis il y a peut-être aussi un enjeu géostratégique assez fondamental. Je disais qu'il était prévu des ouvertures de lignes entre Newark, donc l'aéroport de New York, et Nuuk, justement en direction du Groenland, que les petits Groenlandais apprennent systématiquement l'anglais à l'école. Enfin, il y a un certain nombre de choses aussi comme ça qui sont des signaux faibles, si j'ose dire. Oui, bien sûr. Et pour revenir un peu sur l'affaire de Trump, ce qu'il a dit également dans le New York Times, c'est que au fond, je me sentirais mieux. Il le dit psychologiquement, ce serait quand même plus agréable pour moi d'être propriétaire que locataire. Donc, on voit bien que ça ne relève pas totalement de la rationalité, mais une espèce de feeling à la Trump. Il sent les choses et il veut le faire. Ensuite, que les États-Unis sont en train de travailler par-dessous la population du Groenland ne me paraît évidemment pas surprenant. La problématique quand même, Aude, c'est que, comme le dit le général, il a envie, il le souhaite, ça le branche. Mais on a vu que quand il y a quelque chose qui le branche, il est capable de le faire. Puisqu'on a vu ça au Venezuela, par exemple. Mais c'est vrai qu'on peut même... Enfin, je sais pas, je me posais la question tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a une sorte de tripartition du monde avec la Russie, allez, on lui laisse l'Ukraine et puis peut-être pourquoi pas la Moldavie demain et puis voilà. Et la Chine qui est un sérieux concurrent financièrement parlant, et puis justement l'Amérique, voire les Amériques au sens large, puisqu'on a vu le coup de force, l'enlèvement au Venezuela du président, et on a l'impression comme ça qu'il y a une espèce de c'est que les gros, les puissants qui peuvent en
en fait faire leur loi sur le monde. Mais c'est exactement ça, Vincent Crouzet, c'est-à-dire que quand on voit, par exemple, le golfe du Mexique s'appelle désormais le golfe d'Amérique, on est d'accord, on voit ce qu'il fait effectivement à Caracas, on voit qu'il propose au Canada de devenir le 51e État américain. En fait, il fait en gros ce que fait Poutine avec l'Ukraine, ce que fait Xi Jinping avec Hong Kong, c'est-à-dire on essaye de recréer effectivement de grands empires. C'est ça son ambition. Ça fait penser au tweet de Kirill Dmitriev cette semaine. Vous savez, le tweet où il partage le monde en trois de manière un petit peu sommaire d'ailleurs. Si on revoit la carte que montrait la régie tout à l'heure, il y a tout de même une chose assez intéressante, c'est qu'effectivement, en fait, la géographie ne ment jamais. Et vous voyez, sur le plan géographique, tout de même, le Groenland appartient au grand ensemble arctique atlantique de l'Amérique du Nord. Ça, c'est très clair. Mais tout de même, entre les États-Unis et le Groenland, il y a un grand ensemble là. C'est le Canada, tout de même. Et ce sont les Canadiens aussi les premiers concernés par cette affaire, qui eux-mêmes sont menacés et qui d'ailleurs ont dit non de manière extrêmement ferme aux États-Unis depuis maintenant 11 mois. Les Canadiens sont très concernés par cette affaire, et pas que les Canadiens. Nous, on a aussi un territoire d'outre-mer qui est Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est d'ailleurs a le même statut que le Groenland vis-à-vis de l'Union européenne, Alexandre. Donc c'est le statut de territoire d'outre-mer associé à l'Union européenne. Oui. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est exactement comme le Groenland. Donc je pense que les Canadiens sont extrêmement préoccupés par cette affaire, qui surveillent ça de très près. Alors on parlait tout à l'heure des problèmes militaires qu'aurait le Groenland pour se défendre, puisqu'effectivement on n'en a pas, y compris notamment sur le plan du renseignement, puisqu'il y a une petite antenne du FE, qui est le service de renseignement extérieur danois, qui se trouve à Nuuk, mais c'est extrêmement faible. Ils n'ont pas les moyens de se prémunir contre des signaux éventuels d'une attaque ou d'une menace américaine sérieuse. Mais enfin, vous avez raison, c'est une vision hémisphérique. C'est-à-dire que pour Trump, le Groenland est dans l'hémisphère des États-Unis. Et vous mettez aussi tous les pays d'Amérique du Sud, c'est notre hémisphère. C'est la même terre. Voilà, les Chinois, ils ont leur propre hémisphère. Et d'ailleurs, on verra bien ce qu'ils décident de faire de Taïwan. D'une manière un peu moins forte, la Russie considère que l'Ukraine, par exemple, fait partie de son hémisphère et c'est à eux de gérer ces territoires. C'est une vision colonisatrice qui est assez nouvelle chez Trump, d'ailleurs, qui date vraiment du deuxième mandat. Qui évolue. Alors voilà, c'est intéressant. Je vous donne la parole dans un instant, Alexandre Tête, mais je voudrais qu'on retourne. Je sais que Thomas nous attend et qu'il a froid. Il fait un petit peu frais. Je voudrais simplement d'abord qu'on écoute, justement pour illustrer ce que vous dites, Grégory, l'évolution du discours de Donald Trump. On vous a retrouvé un extrait de ce qu'il disait en 2019 au sujet du Groenland et de ce qu'il dit depuis l'an dernier, donc toujours au sujet du Groenland. 2019-2025, écoutez. Le Groenland, je ne sais pas. Ça a été dévoilé d'une façon ou d'une autre. C'est quelque chose dont nous avons parlé. Il appartient essentiellement au Danemark. Nous sommes de très bons alliés avec le Danemark. Nous protégeons le Danemark comme nous protégeons une grande partie du monde. Le concept est donc apparu et j'ai dit certainement, stratégiquement, c'est intéressant et nous serions intéressés, mais nous allons voir, leur parler un peu. Ça n'est pas la priorité, je peux vous le dire. Les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation en pleine croissance. Une nation qui accroît notre richesse, étend notre territoire, construit nos villes, élève nos attentes et porte notre drapeau vers de nouveaux et magnifiques horizons. Et nous poursuivrons notre destin manifeste vers les étoiles en envoyant des astronautes américains planter le drapeau américain sur la planète Mars. Nous poursuivrons notre chemin vers les étoiles. C'est assez sidérant quand même, effectivement. Alors, on va voir avec Kadi Adoumdouaz tout à l'heure. On a bien compris que la méthode militaire, la méthode forte, a priori, c'était pas tout à fait envisageable. En tout cas, pour le moment, même si avec Donald Trump, on n'est jamais à l'abri de rien. Il y a la méthode plus douce, ce qu'il explique, plus douce. Et là, je vais me tourner vers Thomas Misraki parce que l'idée, ce serait de pouvoir acheter le territoire ou acheter les habitants. D'ailleurs, Thomas, je crois que vous avez un invité avec vous. On parle de chiffres. On proposerait, par exemple, $100 000 par habitant pour pouvoir accepter de devenir américain. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les habitants seraient capables d'accepter? Oui, tous les chiffres. Tous les chiffres les plus farfelus circulent depuis quelques jours, $100 000 jusqu'à $1 million par habitant, ce qui équivaudrait à 58 milliards de dollars pour racheter ce territoire. Mais vous savez, ici, tout cela est regardé avec une certaine distance, pour ne pas dire une certaine dérision. On est avec Frédéric Amby qui habite ici. C'est un habitant de nous, qui parle français. Alors on est très content de pouvoir lui parler. Vous me disiez tout à l'heure, Frédéric, et il est en train de se passer quelque chose. Comment vous percevez l'évolution du discours de Donald Trump ces derniers jours et la réaction de la population ici? Alors, il y a plusieurs choses. Donc, effectivement, il y a ce qui se passe dans la presse.
Et puis, il y a la réaction d'abord des Danois et des locaux. Tant les Danois que les locaux, c'est des gens qui sont très nationalistes. Ce sont des gens, en fait, le sentiment qu'ils donnent, c'est qu'on va pas les acheter comme ça, en fait. C'est des gens qui ont l'habitude d'avoir une vie relativement simple. Oui, l'argent a bien sûr un intérêt, mais on sent pas un engouement par rapport à des propositions financières. Donc c'est vraiment un choc de deux cultures, une culture locale, une culture arctique basée à la base sur la chasse, la pêche, etc. Et puis une culture de business, mais qui est pas si bien accueillie que ça. Un autre élément, c'est qu'ici, l'Europe les investissements, ils viennent de partout. Hein. Les Américains, ils sont là, mais je crois que si vous demandez aux Chinois ou aux Russes s'ils veulent investir d'une façon ou d'une autre, c'est OK aussi. Donc, je crois que les gens ici gardent leur sang-froid. Le pays est ouvert, open for business, comme disent les Américains, et ça concerne évidemment les États-Unis, mais aussi les autres pays de la planète. Si Trump est réélu, l'intérêt pour le Groenland pourrait revenir, mais sous forme de partenariats, d'accords économiques, de pression diplomatique, à l'achat pur et simple, reste hautement improbable. Le Groenland ne peut pas appartenir à Donald Trump. Il ne peut pas être vendu comme un terrain. Mais il est au cœur d'un jeu géopolitique mondial. Les États-Unis veulent y renforcer leur influence. L'avenir dépendra du choix du peuple groenlandais. Le Groenland n'est pas à vendre, mais il est déjà convoité. Le Groenland est longtemps resté hors du radar médiatique mondial. Une île immense, froide, couverte de glace, peu peuplée, presque invisible sur la scène internationale. Pourtant, en quelques années, ce territoire est devenu l'un des enjeux géopolitiques les plus stratégiques de la planète. Lorsque Donald Trump, alors président des États-Unis, annonce publiquement vouloir acheter le Groenland, le monde rit, s'indigne ou s'interroge. Cette déclaration paraît folle, provocatrice, irréaliste. Mais derrière cette phrase choc se cache une réalité beaucoup plus profonde. Pourquoi une superpuissance comme les États-Unis s'intéresse-t-elle autant à cette île? Pourquoi la Chine et la Russie y investissent-elles discrètement? Pourquoi le Danemark refuse catégoriquement toute discussion de vente? Et surtout, le Groenland peut-il réellement changer de main dans le monde moderne? Ce dossier n'est ni un résumé ni une opinion. C'est une analyse totale, claire, chronologique et détaillée. Une île hors norme. Le Groenland est la plus grande île du monde, 2,1 millions de kilomètres, plus grand que l'Allemagne, la France et l'Espagne réunies. 80% du territoire est recouvert de glace permanente. Cette glace contient, à elle seule, l'un des plus grands réservoirs d'eau douce de la planète. 1,2. Une population réduite mais stratégique. Environ 56 000 habitants vivent au Groenland. La majorité est d'origine inuit. Les villes sont petites, isolées, reliées principalement par avion ou bateau. Malgré cette faible population, le Groenland possède un territoire immense, des ressources colossales, une position géographique unique, un peu d'habitants, mais une valeur mondiale immense. 1,3 statut politique précis. Le Groenland appartient au Royaume du Danemark, dispose d'un gouvernement autonome, possède son parlement, contrôle ses ressources naturelles. Mais la défense reste danoise. La diplomatie reste danoise. Le Groenland n'est pas indépendant, mais il peut le devenir légalement. Je sais pas, je vais pas vous faire une réponse de Normand, mais en tout cas, moi, ça me paraît pas impossible. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup pour ces explications, ce sentiment que vous nous donnez ici. Comme Frédéric, évidemment, tous ceux à qui on parle ici nous disent la même chose. Tout est possible désormais. C'est à l'Europe, au Danemark de se mobiliser. Et vous le savez depuis quelques heures maintenant, les 31 parlementaires du Groenland ont très clairement donné leur position sur une éventuelle mainmise des États-Unis sur ce territoire. Elle tient en un mot, non. C'est non. Merci beaucoup Thomas et Camille. Général, en écoutant justement Frédéric, l'invité de Thomas, je me dis finalement, est-ce qu'on n'enterre pas un peu trop vite l'hypothèse d'une opération militaire? En tout cas, vous savez... Parce que depuis, pardon, excusez-moi, je termine justement, je ne suis pas allé au bout, mais depuis quelques jours... On a tendance à dire, il y a opération militaire, ça c'est non, ça n'arrivera jamais. Mais en fait, finalement, pourquoi pas? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en stratégie, on ne peut pas exclure l'hypothèse du pire. Ça, c'est une base en stratégie. Ça, c'est l'hypothèse du pire, qui n'est pas totalement impensable. Alors, moi, je ne crois pas qu'il faille se poser la question de savoir si les Européens réagiraient ou pas. Il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. Il faut donc changer les conditions de la décision politique de Trump. C'est pour ça que si
Et c'est pas les beaux discours qui vont faire changer ça. C'est l'idée qu'éventuellement il aurait à combattre contre des Européens. Donc je pense que la première mesure de précaution serait que d'abord le Groenland demande à être défendu. Je ne suis pas sûr que cela a été fait dans les termes légaux convenables. Peut-être me direz-vous, je ne crois pas. Et il faudrait que tout de suite, mais très rapidement, on mette en place des troupes européennes qui, avec des règles d'engagement claires, parce que ce qui compte, c'est pas d'avoir des troupes, c'est des règles d'engagement. Oui, si tu vois un soldat américain, tu tires. Il faut que ce soit clairement dit. Et si on fait ça, à ce moment-là, Trump se dit, je peux peut-être le faire, mais ça change quand même considérablement les choses. Parce que ce qu'a dit cet homme est parfaitement vrai. C'est-à-dire que s'il intervient et s'il n'y a personne, nous, on ne réagira pas. Non, donc il faut que ça ne se fasse pas. Donc on doit changer les conditions de la prise. Je reviens un tout petit peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, si vous permettez, parce que ça n'a pas été relevé. Trump parle de destinée manifeste. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un terme qui apparaît en 1845. C'est O'Sullivan, un pasteur, qui le dit. Et c'est ce terme de destinée manifeste qui est d'origine divine, en disant il y a une prédestination américaine à conquérir et à peupler la terre et à remplir le projet de Dieu. Et ce faisant, à partir de ça, tout l'Ouest américain va être conquis jusqu'au Pacifique. Et donc là, il fait appel au caractère très religieux des Américains, qui est très important. C'est bien que 90% des Américains se croient en Dieu et 80% sont des pratiquants. Et donc, faisant ça, il dit, au fond, ça nous appartient. On a été créés pour conquérir et pour convertir. Et donc, ça peut changer. Il y a une question missionnaire, oui. En fait. Mais je pense, si vous voulez. Et ça peut parler aux Américains. Ça ne parlerait pas à des Français, ça peut parler à des Américains. Est-ce qu'il peut jouer aussi, je pose la question de façon ouverte, sur les tensions, on a évoqué un tout petit peu au cours de cette émission, les tensions entre le Danemark et le Groenland, justement. Est-ce que ça peut être un levier pour Donald Trump, ça ? Ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est que en fait, les Danois sont un peu tombés des nues ces dernières années parce qu'ils se sont découverts un passé colonial. Et notamment avec quelque chose qui a beaucoup braqué les Groenlandais. C'est-à-dire qu'il y a eu, à partir du milieu des années 60, une grande campagne de contraception de quasiment 4500 femmes, ce qui, à l'échelle du Groenland, était absolument considérable. Ouais. Et ce qui est devenu une sorte de stérilisation forcée, puisqu'évidemment les jeunes femmes n'étaient pas suivies. Aujourd'hui encore, dans la pyramide des âges, vous voyez les faits. Et donc du coup, évidemment qu'ils veulent se sortir de cette relation coloniale, sauf que l'épisode américain a rapproché le Danemark, qui a toujours été sur la ligne de crête extrêmement fine, en disant nous refusons en tant que pays souverain sur ce territoire, mais nous respectons aussi la volonté du peuple groenlandais. Ils ont toujours affirmé ces deux points vraiment de manière concomitante. Peut-être un tout petit point aussi quand même, parce que le seul point un peu concret qu'a Donald Trump sur la dimension stratégique du Groenland, on a évoqué rapidement la base de Pituffik. Alors pourquoi elle est stratégique ? Parce qu'en fait, il y a 5 radars de ce type sur toute l'Amérique du Nord, et donc ça rejoint ce que vous disiez sur le continuum géographique du Groenland comme appartenant à l'Amérique du Nord. Et en fait, ces radars aujourd'hui sont importants, non pas pour détecter un lancement, parce qu'il y a des satellites, mais en fait pour suivre les trajectoires et intercepter au mieux des missiles balistiques qui viseraient le territoire. Sauf que Trump, il a aussi annoncé le Golden Dome, une sorte de projet géant de bouclier du continent nord-américain. S'il arrive à terme, parce que c'est vraiment des prix absolument colossaux, dans quel délai, en fait, la base de Pituffik et ses radars terrestres deviendraient absolument inutiles. Et peut-être du coup un petit point également sur en fait le fantasme aussi des routes polaires, quoi. Là-dessus, je pense qu'il faut l'amenuiser. C'est comme je vous disais, là, toute la partie nord, y compris le nord-est de l'archipel canadien, est prise par les glaces même l'été. Côté canadien, on parle vraiment au mieux d'une trentaine de navires par an. La plupart, c'est des petits navires de croisière qui font une trentaine de mètres. Voilà, donc on est très loin de rentrer dans un volume de transport. Ça. On n'est pas. Et côté russe, alors aujourd'hui, il y a 14 navires chinois en 2025, 12 en 2024 qui ont fait la traversée entière. On est très loin, je ne sais pas, des 90 000 qui passent à Douvres, des 70 000 qui passent chaque année à Gibraltar, etc. Ça, on a compris qu'effectivement,
été un prétexte utilisé par Donald Trump qui agite le chiffon rouge de la peur de la Russie, de la peur de la Chine. La méthode forte, ok. La méthode douce, puisque c'est avec cet extrait de Donald Trump qu'on a ouvert l'émission tout à l'heure, j'irais de gré ou de force. Alors le gré, ce serait quoi, Kady? Alors déjà, on va devoir repartir dans des calculs d'apothicaire, hein, forcément. Donc on va se remettre un petit peu la carte du Groenland pour bien comprendre de quoi on parle. Le Groenland, c'est donc 2 millions et quelques, 2,17 millions précisément de kilomètres carrés, près de 4 fois à la France, hein, vous allez voir l'équivalent, 56 000 habitants, donc ça c'est l'équivalent d'une ville comme Vannes, vous voyez, dans le Morbihan. C'est pas bien grand, vous voyez, donc c'est... on est à l'échelle, la France. Voilà, exactement. Okay. Donc voilà, c'est 2 millions et quelques de kilomètres carrés sur les estimations qui sont très spéculatives et qui divergent énormément. Rappelez-vous, tout à l'heure, vous l'évoquiez, Vincent, Harry Truman qui avait proposé 100 millions de dollars en 1946, 100 millions de dollars de l'époque. Alors, selon l'American Action Forum, le think tank américain, si on se base sur cette offre d'achat, et uniquement sur cette offre d'achat, réactualisée, aujourd'hui, ça nous ferait entre 13 et 20 milliards de dollars actuels. Sauf que... c'est à prendre plus qu'au conditionnel, puisque rien que les ressources minières, c'est-à-dire on parle des terres rares, on parle du pétrole, on parle du gaz, ça représente environ 200 milliards de dollars. Et en ce moment, l'option la plus simple, entre guillemets, qui est étudiée par la Maison-Blanche, eh bien, ce serait une sécession assistée avec 100 000 dollars par tête, par habitant. Donc c'est un peu moins de 6 milliards de dollars au total. Et si tant est que le Groenland soit à la recherche d'un acheteur, cette option, à mon avis, risque peu de trouver un acheteur. C'est exactement ce que nous disait Thomas, effectivement, que ça avait très peu de chances d'aboutir. Question ouverte, je ne sais pas si l'un d'entre vous saura me répondre, mais concrètement, comment on achète un pays? On signe un traité, on signe un deal entre qui et qui, on consulte les populations, comment ça marche? Alors, on a les exemples dans l'histoire de l'agrandissement des États-Unis, on évoquait l'Alaska, la Louisiane, la Floride. Donc vous avez un traité entre le pays acquéreur et le pays vendeur. Mais il faut que le pays accepte de vendre. C'est un contrat. Et puis il y a quand même une différence aussi, c'est que quand on vend la Louisiane ou l'Alaska, les terrains ne sont pas socialisés. Alors qu'aujourd'hui, on n'a jamais pu acheter l'Irak, on n'a jamais pu acheter l'Afghanistan, parce qu'il y a une socialisation des territoires qui disent que c'est pas parce que vous avez acheté la terre que vous avez acheté la population. Et c'est ça. Et donc, en fait, voilà. La Louisiane, à l'époque, n'est pas habitée. Il n'y a pas de en étant totalement cynique, il n'y a que 57 000 habitants sur ce territoire. Vous avez raison. Mais enfin, néanmoins, on n'est pas exactement dans les mêmes conditions. Avant, on gagnait une bataille, on gagnait un pays. C'est fini, ces choses-là. Maintenant, les populations sont plus dures à acheter, beaucoup plus dures à convaincre que les territoires qu'on peut effectivement acheter. Justement, Vincent, ça m'amène à la question que je voulais vous poser. Est-ce que des opérations de déstabilisation, des campagnes de désinformation, ce genre de choses-là, peuvent être à craindre de la part des États-Unis sur justement la population du Groenland? Elles ont commencé. L'année dernière, le fils Trump, Donald Trump Jr., a débarqué avec sa bande à Nuuk, avec déjà pas mal de subsides pour acheter des casquettes, des t-shirts au Groenland, enfin du matériel pro-Trump. Les casquettes rouges. Des casquettes rouges, oui, tout à fait. Il n'a pas été très très bien reçu. Apparemment, il a acheté beaucoup de monde. Il a quand même distribué pas mal de billets. Ensuite, il y a eu la fameuse séquence de J.D. Vance et Doucha qui devait arriver, qui devait passer par nous et qui n'ont pas pu quitter la base de Pitoufik, qui a été vécue comme une véritable humiliation par le vice-président américain. Et puis, il y a encore quelques temps, le PET, sont les services de renseignement intérieur danois, qui ont dénoncé une opération de déstabilisation par des agents de la CIA à Nuuk, avec notamment 2-3 éléments de la CIA qui ont dû quitter le territoire groenlandais assez rapidement. Donc les opérations de déstabilisation ont déjà commencé. Et elle pourrait se poursuivre, évidemment, avec un accès... Alors moi, j'ai lu, je ne sais pas si vous avez l'information, que le Starlink d'Elon Musk est interdit sur le territoire groenlandais. Vous savez ça ou pas? Vous avez cette info? Non, c'est pas vrai? Ou vous n'avez pas l'info? Je l'ai lu dans un papier, donc je voudrais que je ne pas m'emporter trop vite, mais qu'effectivement, il y avait quand même aussi des mesures de protection de ce point de vue-là. Ce qui est certain, Aude, c'est qu'avec son opération au Venezuela, par exemple, Donald Trump, il a montré qu'il était prêt à tout. Donc quand je disais tout à l'heure, peut-être qu'on a enterré un peu trop vite l'option militaire, peut-être qu'on enterre aussi un peu trop vite l'option business, l'option siphonnage de l'économie groenlandaise, par exemple. Moi, je pense que c'est vraiment en fait ce qui le motive profondément. En fait, c'est tout ce qui est deal, argent, contrat, et c'est ce qui l'intéresse profondément avec le Groenland. C'est tous ces minerais. Je crois qu'il y en a 34 qui ont été répertoriés comme ressources critiques, et il y en a 25 qui sont toujours pas exploités. Donc
avec je ne sais plus qui parlait du climat et des fonds de certaines glaces, etc. Enfin, il y a un champ de bataille entre guillemets, enfin, qui fait pharaonique en fait. Et je vois mal comment Donald Trump pourrait s'empêcher. Enfin, je veux dire, c'est à portée presque deux bras, avec la nomination en plus là du gouverneur de Louisiane comme envoyé spécial dédié justement au rattachement du Groenland. Enfin, il met tout en sa faveur, toutes les fake news, toute la désinformation, ce que vous disiez au début, tous les sous-marins, les monstrueux, enfin en nombre monstrueux, russes et chinois sous la banquise. Enfin, voilà, tout est bon en fait pour rattraper ce côté financier, mercantile qui pourrait en fait rapporter aux États-Unis avant tout. Et justement, j'avais vous poser la question des Américains, Grégory Phillips. Ils disent quoi les Américains là-dedans? Parce qu'alors, les dépenser 350 milliards de dollars ou je ne sais combien, ou un Donald Trump qui leur avait promis que non seulement il arrêterait toutes les guerres, mais qu'en plus il n'en ouvrirait aucune, enfin ce genre de choses-là. Il y a un petit risque politique quand même. Vous avez une partie de son électorat, et la frange la plus Make America Great Again, la frange la plus MAGA, qui dit mais on n'a pas voté Trump pour ça. On n'a pas voté Trump pour une politique expansionniste, pour qui se concentre essentiellement sur l'étranger, le Venezuela, etc. On a voté pour que le prix du gallon aux États-Unis soit moins cher. On a voté pour lutter contre l'inflation, pour que le chômage reste bas, etc. Il y a un exemple, c'est la représentante de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, vous savez, qui est l'une des plus virulentes, on va dire, défenseurs de Trump au début de son second mandat, et qui vient de rompre avec lui en disant clairement, moi je n'ai pas voté pour ça. Donc sur la question du Groenland, il faut regarder les études d'opinion, et honnêtement j'en ai pas en tête pour l'instant, mais en tout cas vous avez une partie de l'électorat qui se désolidarise un petit peu de cette volonté comment dire, colonialiste, je pense qu'on peut utiliser ce mot, en tout cas expansionniste. Et un rappel, évidemment, les élections de mi-mandat, c'est en novembre cette année, ça se rapproche très vite. Donc, il va falloir aussi que Trump se concentre un peu sur les problèmes intérieurs. On a vu notamment la situation à Minneapolis, l'immigration, etc., qui sont des vrais enjeux. Ça sature l'espace médiatique, en tout cas, on ne peut pas dire moins que cela pour le moment. Alors, des boys au Groenland, peut-être ou pas, personne n'y croit a priori, mais finalement, on ne le sait pas. Thomas, est-ce que c'est une crainte des habitants sur place de voir débarquer des soldats américains? Alors un petit mot juste avant pour vous dire qu'il y a un sondage qui a été publié il y a quelques jours et qui indiquait que 28% des Américains approuvaient une prise de contrôle du Groenland par les États-Unis, et ils étaient 8%, ces Américains, à même approuvé une opération militaire pour cette prise de contrôle. Ici, on a vu des casquettes MAGA, mais pas Make America Great Again. Le slogan a été détourné, Make America Go Away. Voilà pour ces casquettes MAGA. Alors on a même trouvé des photos parce que ça nous a fait rigoler. Je vous montre la photo que Camille Souhaut a sorti. Ici, évidemment, on est très inquiet de ce qui pourrait se passer militairement, mais aucun des Groenlandais à qui on a pu parler ces derniers jours n'imagine une seule seconde que les troupes américaines vont débarquer au Groenland pour plusieurs raisons. D'abord parce que, vous l'avez dit, vous l'avez répété, 56 000 personnes sur l'ensemble de ce territoire qui est immense, 4 fois la France, seulement 20 000 personnes ici à Nuuk où nous nous trouvons. Les Américains n'ont pas besoin de débarquer. Une île déjà convoitée depuis des siècles. Les Vikings furent les premiers Européens à s'y installer. Puis le Danemark impose progressivement son contrôle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis protègent le Groenland, installant des infrastructures militaires, empêchent l'Allemagne nazie d'y accéder, et depuis 1940, les États-Unis sont déjà présents militairement. 2.2. Les tentatives américaines avant Trump. Ce que beaucoup ignorent. 1867. Les États-Unis réfléchissent déjà à acheter le Groenland. 1946. Proposition officielle au Danemark. Offre financière refusée. La vision Trump. Puissance territoire domination. Donald Trump raisonne en termes de puissance brute, de contrôle stratégique, de rivalité directe. Pour lui, plus de territoire, plus de pouvoir, plus de ressources, plus d'indépendance. 3.2. L'Arctique, nouveau champ de bataille mondial. Le réchauffement climatique transforme l'Arctique. Fonte de la glace, accès aux ressources, nouvelles routes maritimes. Le Groenland devient une clé militaire, une clé économique, une clé énergétique. 3.3 face à la Chine et la Russie.
La Chine investit dans les ports, cherche les terres rares, veut une route polaire commerciale. La Russie possède des bases militaires arctiques, modernise ses flottes, contrôle une partie du passage nord. Trump voit le Groenland comme un verrou stratégique. Ressources minières stratégiques. Sous la glace, uranium, pétrole, gaz, cobalt, nickel, terres rares. Ces ressources sont essentielles pour batteries, téléphones, satellites, missiles, armement moderne. 4.2 Eau douce et climat. La glace du Groenland influence le niveau des océans, joue un rôle climatique mondial et contrôler le Groenland, c'est aussi influencer l'avenir climatique. Le droit international. Aujourd'hui, les peuples ont droit à l'autodétermination. Un territoire ne peut être vendu sans consentement populaire. Le Danemark ne peut pas vendre seul. 5.2 Trump ne peut rien acheter personnellement. Donald Trump ne peut pas posséder un pays, ne peut agir que par le Congrès, doit respecter le droit international, et l'idée d'un achat personnel est impossible. Vous savez ce que les Danois ont fait récemment pour renforcer la sécurité du Groenland? Ils ont ajouté un traîneau à chiens. C'est vrai, ils pensent que c'est une bonne stratégie. Ils se défendraient avec des chiens de traîneau. Il y a beaucoup de mépris quand même. Voilà. Et on rappellera d'ailleurs que J.D. Vance et Usha n'ont pas pu faire du traîneau comme ils l'escomptaient d'ailleurs. Pensaient venir faire du chien de traîneau. Et que l'an dernier, en 2025, 2 programmes défense ont été instaurés par le Danemark, justement, à hauteur de 6 milliards d'euros, justement pour... alors ça vaut ce que ça vaut, mais pour justement réinvestir le champ militaire et de défense du Groenland. Alors justement, est-ce que l'OTAN intervient? Alors l'OTAN, est-ce que les Occidentaux interviendraient? Tout ça est bien compliqué. Occidentaux, c'est des termes qu'il va falloir repréciser. L'OTAN occidentale interviendrait. C'est pas tout à fait gagné, évidemment. Écoutez ces différentes prises de parole. Trump à l'intérieur. Je pense qu'il faut prendre au sérieux le président américain lorsqu'il dit vouloir le Groenland. Mais je tiens également à préciser que si les États-Unis décident d'attaquer militairement un autre pays membre de l'OTAN, tout s'arrête. Cela inclut l'OTAN et donc la sécurité qui nous est garantie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Et d'ailleurs, l'OTAN doit comprendre que je suis un fervent partisan de l'OTAN. J'ai sauvé l'OTAN. Sans moi, l'OTAN n'existerait plus aujourd'hui. Et le commandement est américain au moment où on se parle. Bien sûr, le commandement est américain. Mais enfin, de toute façon, il ne s'agirait pas de l'OTAN. Hein, ça n'a pas de sens. Il y a une hypothèse qui n'a pas été évoquée encore autour de ce plateau et qu'on ne doit pas, à mon avis, négliger. C'est la trahison de cette très belle femme qui est la première ministre danoise. Parce qu'on doit se rappeler, donc avec un arrangement particulier qui arrangerait Trump. Je rappelle que Trump, il a aussi comme visée de détruire l'Union européenne en tant qu'ensemble confédéral. N'oublions pas que cette dame disait à notre président Macron, il y a encore 6 mois, nous serons toujours beaucoup plus près de Washington que de Paris. N'oublions pas que cette dame, au moment même où le président Trump menaçait de prendre le Groenland, il y a 5-6 mois maintenant, passait commande de F-35. Et on sait que le Danemark a été toujours très réticent à rentrer. D'abord, ils n'ont pas l'euro. Ils ont été très réticents à rentrer dans la défense européenne. Ils ne viennent de faire quelques pas dans ce sens qu'il y a quelques semaines. Donc on ne peut pas totalement exclure que finalement Trump, qui est un malin, arrive à un deal avec le Danemark, tout simplement. Ce qui aurait des conséquences évidemment tout à fait destructrices, tant sur l'OTAN d'une part que sur l'Union européenne. Et on en revient à la première question que je posais en début d'émission à Thomas, c'est-à-dire effectivement comment est administré le Groenland, comment fonctionne, comment sont prises les décisions. Si effectivement le Danemark tape dans la main de Trump, s'il y a un deal, les Groenlandais au milieu de tout ça pourront rien faire.
Ça, je ne sais pas, juridiquement, qu'est-ce qui peut se passer? Non, mais c'est inenvisageable, très sincèrement. C'est un régime d'autonomie extrêmement poussé par deux grandes réformes, 79 et 2009. Aujourd'hui, on en est même au stade, c'est-à-dire, hormis la monnaie, les affaires étrangères et la défense, voilà, les Groenlandais sont autonomes, alors hormis sur le plan financier, on l'a vu tout à l'heure. Et en fait, ils peuvent même convoquer dans l'année un référendum d'autodétermination. Sincèrement, voilà. Mais après, ce qui peut être inquiétant, c'est que, en fait, les deals proposés par Trump économiques seront refusés. Très sincèrement, on l'a bien vu, personne. Alors, moi, je suis convaincu qu'il n'y aura aucun deal. Les Groenlandais veulent d'abord être indépendants et choisir leurs partenaires, et surtout avoir des partenaires variés. On propose, je vais dire un chiffre, on a parlé de 100 000 dollars par tête. On propose un chèque de 100 000 dollars par tête à un Groenlandais. C'est un deal qui se réfléchit, non? Ah, je crois vraiment pas, non. Et même plus, il y a vraiment un sentiment national, mais d'abord qu'il faut être indépendant, quoi. Vraiment, là, je crois qu'il faut pas sous-estimer ça. J'ai l'impression que Vincent n'est pas tout à fait d'accord. Je sais pas, je me fais plus beaucoup d'illusions sur la nature humaine. Que l'on soit inuit, parisien, ou si on met $1 million sur la table, je suis pas certain, sachant tout de même que c'est une histoire entre deux colonisateurs, cette histoire. Quoi qu'il arrive, les Danois sont les colons. Ils sont arrivés un petit peu par hasard. Ils sont venus vérifier s'il y avait encore quelques familles de vikings qui vivaient au XVIIIe siècle. Je parle sous le contrôle d'Alexandre, puisqu'en fait, les premiers à avoir débarqué sur ce territoire, c'était les vikings, avec Éric le Rouge, en 900 et quelques, etc. Donc c'est quand même un territoire qui est passé par différentes mains, etc. Donc s'il basculait du côté américain, ce serait pas non plus... Sur le plan moral, oui... D'ailleurs, l'invité de Thomas nous le disait tout à l'heure. Alors, il disait, écoutez, en même temps, c'est ce qu'a fait le Danemark il y a bien 150 ans. Donc, bien entendu. Pourquoi pas, vous avez vu tout de même la distance entre le territoire groenlandais. On était dans avant quand même. Mais bien sûr. Nous sommes civilisés depuis quand même. Voilà, après, Vincent a raison, ça pose un autre problème. C'est le problème du principe de l'intangibilité et c'est le problème du respect du droit international. Parce que si tout le monde se met à faire ça, comment condamner Poutine? Comment condamner Xi demain vis-à-vis de Taïwan? C'est pas son sujet à Trump. C'est sa morale personnelle. C'est sa morale personnelle. C'est beaucoup dire. Voilà. Après, il y a une autre problématique quand même, Grégory, puisque je suis avec vous, c'est qu'en faisant ça, il fragilise l'OTAN voilà, et donc il rend un service énorme à qui? À Vladimir Poutine. Mais c'est Xi Jinping. C'est ce qu'a dit Mette Frederiksen. Si on va jusque-là, c'est la fin de l'OTAN. Voilà. Tout explose. Le système sur lequel on vit depuis plusieurs décennies explose en vol. Donc c'est ça quand même qui nous fait dire, et j'entends que vous interrogiez, non mais imaginons qu'il y ait une confrontation militaire, etc., parce que ça reste de l'ordre du possible avec un Donald Trump qui est encore au pouvoir pour 3 ans. Mais si jamais on s'aventurait vers ça, ça fait tout exploser. Oui, mais, et effectivement... Mais très bien. Donc, de toute façon, l'Europe n'a existé que parce que c'était dans l'intérêt des États-Unis et l'OTAN n'existe que parce que c'est dans l'intérêt des États-Unis. Et la règle éternelle des nations, c'est que quand ça n'est plus vraiment dans leur intérêt, on fait autre chose. Donc à partir du moment où Trump considère que l'OTAN c'est pas très intéressant, que finalement il a intérêt plutôt à dealer avec la Russie qu'avec nous, il peut très bien décider ça. Alors dans ce cas-là, posons-nous la question, même si le scénario est évidemment purement fictionnel, mais posons-nous la question, est-ce qu'on n'a pas un énorme sentiment d'infériorité, complexe d'infériorité vis-à-vis des États-Unis? Célia, vous avez regardé, encore une fois, scénario purement fictionnel, mais les armées européennes peuvent-elles rivaliser avec l'armée américaine sur le papier? C'est vrai qu'on ne fait que dire que l'armée américaine est la plus puissante. Alors on a essayé de regarder un petit peu les chiffres. D'abord par rapport aux soldats. Donc l'armée américaine compte 1 039 000 soldats actifs et 440 000 réservistes. Alors pour donner un ordre d'idée, en France on compte 205 000 militaires actifs et 35 000 réservistes. Mais si on rassemble tous les moyens, tous les soldats des armées européennes, ce n'est plus la même chose. On arrive à 1 047 000 soldats actifs, d'après les derniers chiffres de la CIPRI, qui est donc supérieur en soi aux effectifs des États-Unis. Il faut dire que depuis des années, les armées européennes sont en train de se renforcer. Pour l'instant, la Pologne est l'armée la plus importante de l'Union européenne avec 216 000 soldats, suivis de la France puis de l'Allemagne. Alors la Pologne a doublé ses effectifs en 10 ans et d'ici 2035, le nombre de militaires doit monter à 300 000, soit 100 000 soldats supplémentaires et les dépenses militaires de leur côté représentent depuis 2025 5% du PIB. En Allemagne, c'est la même chose, la même tendance. En mai dernier, le chancelier Friedrich Merz déclarait vouloir faire de l'armée allemande la plus puissante d'Europe.
Nous devons être capables de faire la guerre, a affirmé le ministre allemand de la Défense. Mais là où les États-Unis sont bien supérieurs, c'est en termes de matériel militaire. Alors pour que ça soit plus concret, on va essayer de comparer avec la France. Si on prend par exemple les chars et les véhicules blindés, les États-Unis en possèdent 6600. Quand en France, on en a 406, mais j'ai essayé de faire les calculs, d'additionner tous les chars et véhicules blindés que les armées européennes pouvaient posséder. On tomberait à 4262 chars, ce qui reste quand même bien moindre. On voit bien dans ce tableau que les États-Unis restent au-dessus, que cela soit pour les navires de guerre ou bien les porte-avions ou les ogives nucléaires. Il faut dire qu'avec leurs 900 milliards de dollars de budget, les États-Unis surpassent toujours les autres pays. Bien évidemment, ils surpassent. Merci beaucoup, Célia. En même temps, encore une fois, dans ce scénario purement fictionnel, l'Europe ne serait pas une naine face à l'armée américaine. Mais attendez, oui et non, évidemment, je pense que ces comparaisons sont intéressantes parce qu'elles montrent des choses, mais elles sont très très loin de tout dire. En particulier, ce que ça ne dit pas, c'est que nous n'avons pas de stock de munitions, par exemple, et que les Américains en ont, et qu'aujourd'hui, les armées européennes ne sont capables de combattre que grâce à ce que leur donnent les Américains. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on a des armées tactiques, c'est-à-dire qu'on est capable de combattre jusqu'à dans les 100 km ou les 50 km qui sont devant le front. Nous n'avons pas de tout ce qui est feu dans la profondeur, qui est fondamental, on voit dans la guerre en Ukraine, c'est américain aujourd'hui. Nous n'avons pas de poste de commandement européen aujourd'hui. 90% du renseignement européen et du renseignement américain. Et les transmissions, c'est la même chose. Le ravitaillement en vol, c'est aussi à peu près la même chose. Et j'en passe. Mais tout ce qu'on appelle les enablers, c'est ce qui permet de faire qu'une armée soit capable de combattre, eh bien, c'est américain. Et c'est pas par hasard, parce que les Américains ont organisé ça depuis la présidence Clinton et ont empêché le pilier européen de l'OTAN de prendre forme parce qu'il aurait eu comme conséquence une dévassalisation de l'Europe, donc une capacité à avoir une politique étrangère indépendante, ce que ne voulaient pas les Américains. Donc oui, en chiffres, c'est pas si mal que ça. En fait, nous sommes bien incapables de combattre sans, et alors contre, je ne vous le dis pas. Oui, évidemment, surtout sans, c'est le sang qui est important. Et puis alors, vraiment, je parle sous votre contrôle à tous les deux qui connaissez bien mieux que moi les questions de défense, mais il y a une différence qui me paraît essentielle, c'est qu'aux États-Unis, vous avez un commandeur in chief, et qu'en Europe, on en a pas. Ou pas. Voilà. Oui, c'est ça. Soit 27, soit pas. De toute manière, c'est un scénario inimaginable. Non, mais bien sûr. Mais absolument inimaginable. En fait, la question est de ce... Une confrontation militaire entre forces européennes et forces américaines. Non, la question, c'est la question peut-être du complexe d'infériorité ou de l'auto... comment on peut dire, on s'auto-censure, on s'auto-bride, en fait. C'est ça plutôt. L'autoflagellation, ce genre de choses. Quand on est face à un Donald Trump qui, lui, alors nous dit, bon, bah, le Panama, c'est pour moi, les Canada, 51e État, le Groenland, j'y vais, le Mexique, pourquoi pas. Qui dit, je vais augmenter mon budget militaire à 1500 milliards de dollars. Non, mais c'est vrai qu'avec l'Ukraine, on a vu un sursaut européen militaire, mais on est très très loin effectivement du compte par rapport aux États-Unis, même à la Chine, puisqu'on voit par exemple la marine chinoise qui est exponentielle, qui est équivalente de la marine française tous les 4 ans. Enfin, c'est hallucinant, mais il faudrait juste effectivement... Après, je ne suis pas politique, mais que les politiques européens, je ne sais pas ce qu'il faudrait en fait comme électrochoc pour qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils fassent quelque chose de concret et sans devenir une confédération, enfin qu'il se passe quelque chose d'un point de vue défense et militaire, pourquoi pas. Est-ce que ça veut dire, compte tenu de tout ce qu'on se dit depuis 1 heure maintenant, est-ce qu'il faut considérer que si Donald Trump veut le Groenland, il aura le Groenland ? Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est quasiment fait. Enfin, on verra sous quelle forme, par des partenariats économiques, par le déversement de milliards de dollars sur ce territoire. Mais je pense que s'il veut l'avoir, il l'aura. Enfin, je parle sous le contrôle avec son... Non, mais en fait, jusqu'à l'intervention vénézuélienne, j'étais plutôt, alors optimiste, c'est une manière de parler, mais en tout cas, on se disait ça reste une équilibration. Et souvent, lorsqu'il a commencé, quand il parlait du Groenland, en fait, il mélangeait des contextes politiques complètement différents. Il parlait du Panama, du Venezuela, puis il mettait intervention militaire avec le Groenland. On se disait, bon, ok, il mélange un peu les trois. Et puis, c'est vrai que depuis début janvier, c'est beaucoup plus inquiétant. Et je rejoins un petit peu le général Desportes, c'est-à-dire qu'il faut le confronter un moment à la signification de ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, envoyer des forces, pas forcément pour combattre, mais pour montrer, il voulait vraiment
vous confrontez des soldats européens, c'est un coup. Et un des derniers espoirs sur lequel je compte, c'est un peu le réveil de la classe politique américaine qu'on a un peu vu ces dernières semaines, avec des voix bipartisanes pour dire, bon, là c'est vraiment un délire, mais c'est vrai que vous avez évoqué pendant l'émission, en fait, l'ego du président, et en fait, il s'est enfermé lui-même dans un vocabulaire guerrier. Et quand je disais tout à l'heure que je croyais pas aux solutions économiques, c'était pas du tout de l'optimisme, c'est qu'au contraire, ça l'envoie directement vers cette voie militaire, ou en tout cas... On va en guerre qui marche sur l'eau, en fait, un petit peu. Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, il y a un an, le ministre français des Affaires étrangères avait évoqué l'envoi de troupes quand Donald Trump avait fait cette première sortie sur le Groenland. Là, pour l'instant, pourtant, il y a des hommes politiques de la classe politique qui appellent le gouvernement à pourquoi pas cette solution, en tout cas au niveau européen. Je crois qu'il y a Dominique Villepin qui en a parlé, mais il n'est pas le seul. Mais oui, mais parce que nous sommes faut faire quelque chose peut-être. Nous sommes toujours dans le complexe dont vous avez parlé, c'est-à-dire on a peur de faire les choses, on est complètement inhibé dans cette affaire-là. Et je crois que ça ne peut pas être les Français qui aiment, il faut que ce soit une marque européenne. Mais en fait, et pardon, il y a quand même quelque chose. Quand Donald Trump dit, alors on a compris qu'il n'y avait pas des centaines de bateaux et de sous-marins russes, chinois, etc. Mais quand Donald Trump dit, c'est bien simple, ce territoire-là ne peut pas rester indépendant, c'est pas possible, alors un confetti, pas géographiquement parlant, mais voilà, il y a trop de ressources à exploiter. Si c'est pas nous, ce sera les autres. Il a malgré tout pas complètement tort. Non ? Oui, mais dans ce cas-là, il peut appliquer cette règle-là à l'ensemble de la planète. C'est ça peut-être la question à se poser. Il y a un peu de confiture, on va mettre la main dedans. Non, ce qu'il faudrait éviter, à mon avis, parce que effectivement, comme disait Alexandre, il s'enferme dans une question d'orgueil. C'est une question orgueilleuse. On l'a vu par rapport à sa déclaration de 2019, où il était beaucoup moins va-t-en-guerre vis-à-vis du Groenland et conquérant. Je crois qu'il faut éviter de tomber dans la provocation, parce qu'on peut prépositionner des troupes de soutien effectivement au Groenland, sachant que tout de même, on a besoin de troupes de soutien ailleurs en Europe contre la menace russe. Donc ce serait un petit peu contre-productif. Mais je pense qu'il faut éviter de le provoquer, tout simplement. Effectivement, s'il le veut, il aura le Groenland. Et ce que disait Alexandre est très juste, la seule chose qui peut le bloquer, c'est une question intérieure, politique américaine, avec un blocage du Congrès, avec d'ailleurs les 10 sénateurs qui ont basculé il y a 2 jours justement sur la question groenlandaise, sur la question du Venezuela et du Groenland, qui effectivement peut le bloquer pendant les 10 prochains mois jusqu'au mi-terme. Parce qu'en fait, il faut peut-être dire, effectivement, Grégory, vous connaissez particulièrement bien les États-Unis et pour cause, c'est qu'il n'est pas dans une situation à l'intérieur de son pays complètement mirifique, Donald Trump. Il voit les mi-termes qui arrivent. Vous avez 32 ou 33% des Américains qui jugent que qui gèrent bien la situation économique. Oui, c'est ça. C'est pas idéal, mais il ne faut pas négliger non plus la place des idéologues à la Maison-Blanche. Et si je parle de ces gens-là, je pense notamment à Stephen Miller, qui est son conseiller à la sécurité nationale, et dont l'épouse, Cathy Miller, a publié cette fameuse carte du Groenland avec le drapeau américain comme étant bientôt, écrivait-elle, le 51e État. Et là, pour le coup, on est vraiment dans de l'idéologie. Miller, il veut relancer la colonisation. C'était un adversaire farouche de l'immigration aux États-Unis, qui pourtant a bâti ce pays. Il veut d'une part arrêter toute l'immigration dans ce pays, et il veut surtout que l'Amérique continue son expansion. C'est la destinée manifeste. La destinée manifeste de 1945. Et Stephen Miller, qui est un des jeunes conseillers de Trump, a vraiment l'oreille du président, et lui, c'est un idéologue d'extrême droite. Mais c'est pas les idéologues qui vont voter au midterm. Est-ce qu'il y a effectivement une vraie inquiétude à avoir pour un habitant du Panama? Alors le Canada, il a lancé des ballons d'essai. On a bien vu qu'il s'était repris un tout petit peu comme un boomerang en pleine tête. Mais enfin, il y a des vraies inquiétudes à avoir ou pas. Moi, la question que je me pose, je comprends très bien ce que vous dites au sujet des idéologues, mais c'est la population américaine. Elle a quand même conscience que ce genre d'opération, ça coûte de l'argent et que en fait, voilà. Et puis surtout, c'est tellement contraire à ce qu'il a promis. Mais c'est ça. Donc est-ce que ça peut pas, au bout d'un moment, effectivement, plutôt que de galvaniser ses troupes, si j'ose dire, lui faire perdre ces élections du mi-mandat? Rendez-vous le 3 novembre. Vous voulez qu'on aille ensemble à Washington? Moi, je suis pour. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qu'a dit Vincent, avec qui, exceptionnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, je crois, imaginons que parce que nous n'avons rien fait, les troupes américaines
effectivement se saisissent du Groenland. Eh bien, l'Europe, ce serait une affaire terminée. Si nous n'avons pas, nous, été capables de défendre les territoires raccrochés à l'Europe, ce serait terminé. Et que serions-nous par rapport à l'Ukraine? Plus rien. Je pense que ce serait terminé vis-à-vis de la Russie, mais vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nous-mêmes. Oui, nous avons été incapables de nous défendre nous-mêmes. Et je pense que je comprends bien votre affaire si on met des troupes là-bas, elles ne sont pas. De toute façon, il n'en faudrait pas beaucoup. Mais je pense que Avantage possible. Investissement américain massif, indépendance financière, emploi, infrastructures modernes, fin de la dépendance danoise. Mais ces avantages cachent des risques profonds. Disparition progressive de la culture inuite, domination économique étrangère, marginalisation linguistique, 7.2 militarisation extrême, cible stratégique, tension permanente, risque en cas de guerre mondiale. Scénario 1, indépendance progressive du Groenland. Scénario 2, partenariat renforcé avec les États-Unis. Scénario 3, maintien sous influence danoise. Scénario 4, pression géopolitique croissante sans vente. Le Groenland n'appartiendra jamais à Donald Trump, ne peut pas être acheté comme un objet, reste au cœur d'une guerre d'influence mondiale. Le vrai combat n'est pas une vente, mais le contrôle de l'avenir du monde arctique.